Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de fibre optique. C'est un travail qu'on fait donc, dans la fédération FDN. Je ne vais pas trop parler de la FED, parce que je suppose que vous connaissez déjà. Donc il y aura des bouts assez techniques. Je suis désolé pour ça, mais c'est nécessaire pour comprendre quels sont les enjeux derrière. Donc ne soyez pas effrayés, s'il y a des schémas très compliqués, il n'y en aura pas énormément. Alors quand même un tout petit rappel sur la FED. Donc on est une fédération de fournisseurs d'accès à Internet associatifs. Donc on a 29 membres actuellement. Donc chaque membre, c'est un fournisseur d'accès à Internet. Donc dans les 29, il y a 27 associations, au sens loi 1901, une SCIC et une ASBL, c'est une association belge. Donc ça, c'est Neutrinet. Donc là, sur la carte, tous les points bleus, c'est des membres de la fédération. Donc comme vous voyez, c'est assez... Enfin, on est partout, en fait. C'est très divers. Il y a des gros, genre Theta Neutral, c'est un des plus gros de la fédération. Il y a des très petits. Il y en a qui font de la DSL, il y en a qui font de la radio, il y en a qui font de l'hébergement. C'est très très varié. Et donc au total, on est environ 3000-4000 personnes qui sont donc 4000 membres de ces associations et 3000 abonnés à peu près. Voilà. Donc, je vais d'abord vous parler donc, de ce qu'on appelle la boucle locale. Donc, commencer avec ce qu'on connaît, le réseau téléphonique, et après passer sur la fibre. Qu'est-ce qui change? Et après, je parlerai justement des actions de la fédération dans le domaine de la fibre optique pour pouvoir accéder à toutes ces infrastructures en fibre optique. Alors, petit rappel rapide sur qu'est-ce que c'est Internet, comment ça marche. J'ai piqué ces schémas à Elzen parce qu'ils sont plutôt pas mal faits. Donc, en fait, Internet, on peut voir ça comme... c'est une interconnexion de réseau. Et du coup, chaque réseau, on peut le voir comme un flocon. Ici, là, par exemple. Ils sont tous un peu différents. Et c'est ça qui fait qu'Internet, c'est aussi intéressant, c'est que ce n'est pas un gros réseau uniforme, c'est plein de petits réseaux qui sont tous un peu différents. Donc, il y a les réseaux de Facebook, d'Amazon, etc., qui sont très gros. Les réseaux de Grésy, Résine, enfin, nos réseaux à nous qui sont petits. Mais en fait, par leur nature, ils ne sont pas différents. Et ce qui fait la force d'Internet, c'est que tous ces réseaux sont interconnectés entre eux, en pair à pair, et qu'il n'y a pas de point central par lequel tout passerait. Donc si on zoome un peu, donc là on a un flocon. Alors c'est le téléphone, c'est pas tout à fait exact, mais bref. Donc ça représente un réseau, donc un fournisseur d'accès Internet ou un hébergeur. Ça peut être OVH, ça peut être Résine, ça peut être FDN. Et ce réseau, il va s'interconnecter à d'autres réseaux, en des points bien définis, dans des data centers, par exemple. Voilà. Et donc maintenant, si on prend un réseau, donc typiquement un réseau d'un fournisseur d'accès Internet, bon là, il y a un routeur au milieu, en vrai, il y en a plusieurs pour que ce soit fiable. Mais surtout, autant l'interconnexion avec l'autre opérateur, c'est relativement facile à faire, autant si on a des abonnés, vous ou moi, il faut réussir à être relié à ce réseau-là. C'est relié au routeur du fournisseur d'accès Internet. Et ça, la façon de le faire, c'est ce qu'on appelle la boucle locale. C'est une infrastructure physique qui va permettre d'acheminer les données entre mon réseau à moi, mes appareils, et le réseau non FAI pour atteindre tout Internet. Voilà. Donc là, on va surtout parler de cette partie-là, la boucle locale, pour relier tout un chacun à Internet. Donc celle qu'on utilise pour l'instant assez majoritairement, c'est ce qu'on appelle la boucle cuivre, donc, qui est en fait le réseau téléphonique qui a été posé il y a bien 50-60 ans. Donc si on part de chez soi, il y a une prise en T qui tend à disparaître, mais historiquement c'est ça. Après, donc c'est là-dessus qu'on branche son équipement, son modem, son téléphone, etc. Après, ça passe par des fils téléphoniques, soit en aérien, soit en terrestre. Ça passe dans des armoires pour pouvoir brancher les trucs ensemble, etc. Je ne détaille pas. Et ça finit par arriver dans ce qu'on appelle un nœud de raccordement abonné, un NRA, qui peut être un petit bâtiment comme ça peut être un gros bâtiment dans les grandes villes, dans lequel toutes les lignes téléphoniques des alentours sont concentrées. Et donc des NRA comme ça, il y en a 13 000 en France à peu près le nombre de communes. Forcément, dans les grandes villes, il y en a plusieurs.
Et après, de ce NRA, donc c'est là que le cuivre se termine. Et après, en général, ces NRA ils sont raccordés en fibre optique entre eux pour former ce qu'on appelle un réseau de collecte. Voilà pour la partie cuivre. Et en fait, cette architecture, on va quand même la retrouver pas mal en fibre optique. Donc, comme je disais, c'est un gros réseau, cette boucle locale cuivre. Ça relie chaque maison et chaque local. Ça fait 30 millions de lignes. Le coût qu'on estime aujourd'hui, c'est 28 milliards d'euros, si on voulait reconstruire le même réseau. Et en fait, c'est principalement creuser des trous qui coûte cher. Donc ce réseau-là, il est historiquement était public dans les PTT. Ça se transforme en France Télécom puis Orange, et depuis ça appartient à Orange, qui est une entreprise privée. Et vu que du coup Orange a un monopole sur ce réseau, c'est le seul à pouvoir exploiter ce réseau-là. C'est régulé par un organisme qui s'appelle l'ARCEP, qui en fait impose à ce que le réseau soit accessible à d'autres opérateurs à des tarifs encadrés. Donc, si on résume un peu les grands principes de ce réseau, c'est d'abord que c'est un réseau universel. C'est si vous construisez une maison aujourd'hui, plus pour très longtemps, mais si vous construisez une maison aujourd'hui, elle sera forcément reliée au réseau téléphonique. C'est un réseau qui est ouvert au moins dans la théorie. C'est que Orange est obligé de louer ce réseau à tout opérateur qui le demande. Et homogénéité, oui, c'est le même réseau partout. Même si en pratique, en fait, la distance au central joue beaucoup sur les débits, donc c'est pas si homogène que ça dans l'utilisation qu'on en fait, quoi. Voilà. Alors, c'est pas aussi rose que ça, hein. C'est-à-dire que cette boucle locale cuivre, par exemple, dans la fédération FDN, historiquement dans FDN, il a fallu pas mal d'années avant qu'on puisse y accéder. C'est parce qu'on est trop petit pour aller parler avec Orange. C'est-à-dire qu'Orange ne veut pas nous parler, plus exactement. Donc on est obligé de passer par des revendeurs qui prennent une marge, etc. Donc c'est pas si simple que ça. OK, donc maintenant, le cuivre, tout ça, c'est dépassé. Le plan actuellement, c'est de construire un réseau similaire en fibre optique. Alors quel est l'intérêt de ça ? Ça offre des débits plus importants, surtout des débits qui ne dépendent pas de son emplacement par rapport au central. Si on peut être à 1 km, 10 km, ça ne va pas changer le débit. Débit symétrique, même si après on peut toujours choisir de faire du débit asymétrique sur une technologie qui permet de faire du symétrique. Et surtout un truc qui est intéressant, c'est que ce réseau-là, il est conçu dès le début pour faire passer des données. C'est-à-dire qu'autant le réseau téléphonique, à la base, ça servait à faire du téléphone, donc de l'analogique, et après on a bricolé un peu pour pouvoir faire du numérique. Autant là, ce réseau, il est vraiment fait pour faire du numérique. Et notamment, le jour où on a une nouvelle technologie super rapide, d'Ethernet, 100 gigabits, je ne sais pas quoi, en fait, il suffit de changer les 2 équipements à chaque bout de la fibre. On met des équipements plus récents, et ça devient plus rapide. C'est un truc qu'on a du mal à faire avec le réseau cuivre. Ça, c'est raison vraiment technique. Là, je me sens obligé de faire un aparté sur la 5G, parce qu'on entend tellement de flancs autour de ça qu'on pourrait dire ouais, ça sert à rien de mettre de la fibre. On a la 5G bientôt, tous connectés, super. En vrai, non. C'est-à-dire que la 5G, on en aura dans quelques années dans les grandes villes. La 5G à la campagne, dans 10 ans, 15 ans peut-être, mais ça, c'est même pas sûr. En fait, il y a plusieurs raisons pour ça. C'est que les réseaux, c'est toujours un compromis. Et le compromis que fait la 5G pour l'instant, même si tout n'est pas encore bien défini, c'est que c'est super rapide. Par contre, la taille des cellules est très petite. C'est-à-dire, si on veut couvrir tout le territoire, il va falloir mettre des dizaines, voire des centaines de milliers d'antennes. Et en fait, les opérateurs privés ne vont pas le faire, c'est pas rentable. Donc on va le faire dans les endroits les plus denses, dans les villes, parce que c'est rentable, et le reste, on verra peut-être plus tard, quoi. Et l'autre truc, c'est qu'en fait, l'antenne 5G, il faut qu'elle soit reliée à Internet à un moment. Et pour ça, en fait, on met de la fibre.
Donc, dans tous les cas, on a besoin de déployer de la fibre partout. Qu'on l'utilise jusqu'à la maison ou en 5G si on veut, mais il faut de la fibre. Et je passe aussi sur le fait que tout ce qui est réseau mobile, c'est en général très très fermé, et ça va être toujours les 4 ou 5 mêmes acteurs qui vont utiliser ces réseaux-là. Alors que la fibre, on va voir, ça peut être plus ouvert que ça. Ok, maintenant si on parle des enjeux qui sont liés à la fibre, pour ça je renvoie à une conférence qu'on avait faite à Passage en scène en 2013, qui parle en détail de tous ces enjeux-là. Alors les trucs les plus évidents, c'est l'équité de l'accès à l'information. On a envie de pouvoir utiliser Internet de la même façon qu'on soit au fin fond de la campagne ou en grande ville. Il n'y a pas de raison que ce soit différent. Il y a tout un aspect désertification des campagnes. C'est qu'en fait, s'il n'y a pas de réseau correct à un endroit, je ne vais pas m'y installer. Et je vais plutôt aller dans une ville où il y a de la bonne connexion. Et ça, donc, pareil, regardez la conf de Passage en scène, c'est bien expliqué. C'est Benjamin Bayard qui la faisait. Il y a ce qu'on appelle des externalités positives. C'est en fait tout ce qui n'est pas directement lié au réseau lui-même. OK, on construit un réseau, il va être utilisé, etc. Mais en fait, le simple fait que ce réseau existe, ça va produire de l'activité. En fait, il y a des gens qui vont s'installer là. Il y a du coup des entreprises qui vont venir parce qu'il y a des gens qui veulent avoir une activité, etc., etc. Et en fait, ça peut produire des choses qui sont assez dures à mesurer, qui ne sont pas directement liées au fait qu'il y a de la fibre. Mais en fait, s'il n'y avait pas eu la fibre, il n'y aurait pas eu cette activité. Donc tout ça, c'est... en fait, c'est aussi pour ça qu'on déploie des réseaux fibres. Et donc le mot-clé, ou quand on creuse un peu le sujet, on le voit partout, c'est ce qu'on appelle l'aménagement numérique du territoire. C'est comment est-ce qu'on construit le territoire, qu'on l'aménage à travers le numérique. Et donc la fibre optique, c'est un des moyens pour ça, quoi. Alors, ça c'est dense. Là, je vais rentrer dans un truc un peu technique. Donc là, je parlais de fibre optique FTTH en général. Ça, c'est la façon dont l'État a organisé ça en France. Alors, accrochez-vous bien. Donc, ça a commencé, il y a eu des trucs avant, mais en gros, ce qu'on appelle le plan France Très Haut Débit, ça a commencé en 2013. Et l'idée, c'est que l'État injecte des milliards d'euros pour aider au déploiement de la fibre. Avec l'objectif que ce soit fini en 2022, pour l'instant, on n'est pas trop sûr qu'on y arrive. Donc l'organisation, donc le territoire est découpé en plusieurs zones. Il y a les zones très denses. Donc ça, c'est en gros Paris, Lyon, Marseille, Toulouse. Je crois qu'il y a au moins un bout qui est en zone très dense. C'est vraiment des gros centres-villes. Où là, en fait, chaque opérateur déploie son propre réseau jusqu'au pied de chaque maison ou chaque immeuble. La raison pour ça, c'est qu'il y a une intensité concurrentielle forte, d'après l'ARCEP, etc. Donc, on encourage les opérateurs à déployer des réseaux en parallèle. Dans les zones moins denses, en fait, c'est pas intéressant de faire ça, parce que ce qui coûte le plus cher, c'est vraiment le dernier bout. Donc, en fait, on a une unique boucle locale. C'est-à-dire qu'il y a une entité qui va déployer le réseau fibre, comme on voyait tout à l'heure, de la prise de l'abonné jusqu'au central le plus proche. Et ça, cette boucle locale va être unique. On ne va pas en avoir 3 en parallèle. Alors, donc, dans ces zones moins denses, il y a 2 sous-catégories. Attention aux acronymes. Donc, il y a une partie du territoire où c'est des opérateurs privés qui vont avoir la charge de cette boucle locale unique. Donc, c'est vraiment exclusif. C'est-à-dire, un opérateur, en fait, il y a eu un appel à manifestation d'intention d'investir. C'est AMI ici. En fait, l'État a demandé aux opérateurs, donc SFR et Orange en gros, qui a envie d'investir où en France. Et donc Orange a dit, ah bah tiens, moi cette zone-là, ça m'intéresse, je vais déployer ma fibre. SFR a dit, tiens, moi je vais aller plutôt ici.
et à chaque fois, c'est exclusif. C'est un opérateur qui est en charge de ce territoire-là. Alors après, éventuellement, ces opérateurs peuvent cofinancer pour partager un peu le coût. Et ensuite, l'idée, c'est que ces opérateurs qui ont construit la boucle locale, qui possèdent ce réseau-là, le louent à d'autres opérateurs. Donc, je détaillerai après les problèmes que ça pose. Et ensuite, on a ce qu'on appelle les zones d'initiative publiques. Donc, RIP, ça veut dire réseau d'initiative publique. Et là, c'est les collectivités et l'État qui financent. Et ces réseaux-là, une fois qu'ils seront déployés, ça appartiendra aux collectivités. Donc là, il y a plusieurs types de montage. Je détaillerai un peu tout à l'heure. Mais en fait, souvent, ça marche un peu comme les autoroutes. C'est de l'argent public, ça appartient au public, mais en fait, c'est délégué à une entreprise privée. Donc, en pratique, si on regarde cette partie-là, il y a 2 opérateurs qui ont déclaré leur intention d'investir, et c'est à 80% Orange et à 20% SFR. Voilà. Donc là, ça c'est la référence de la conférence dont je parlais tout à l'heure. Donc, si on regarde sur une carte ce que ça donne, c'est pour vraiment donner une idée. Donc ça, c'est un bout du sud de la France, Marseille, Toulon, Aix-en-Provence. Donc les couleurs, c'est le taux de déploiement, c'est une carte de l'ARCEP. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les contours. Donc là, les contours en noir comme ça, c'est des zones très denses. Donc là, on voit qu'il y a Marseille, un bout de Toulon, et ici, c'est tout. Donc ça, je ne vais pas en parler, c'est des zones très denses, c'est assez particulier. Et après, tout le reste, c'est... donc, partout où il y a des contours, c'est des zones d'initiative privées. Donc, ce qu'on voit, c'est que là, en orange, c'est Orange qui a annoncé qu'il allait construire un réseau, peut-être, un jour. Donc, on voit, par exemple, là, il y a une ville un peu grande, et partout autour, Orange a dit qu'il déploierait. Ici, c'est SFR, mais il y a un petit bout d'Orange. SFR, Orange, Orange, Orange. Et il y a un petit peu d'SFR là-haut. Voilà, donc ça donne une idée de la dynamique du truc. Et donc, oui, vu qu'il n'y a pas de couleur, ça veut dire qu'il n'y a pas de fibre encore. C'est une intention d'investir un jour. Et là, en fait, on se rend compte qu'il manque un gros bout quand même. C'est-à-dire que là, il n'y a pas d'intention d'investir. Voilà, il n'y a pas assez de gens, c'est pas rentable. Et donc, ce qui se passe, c'est que en fait, c'est le département ou la région qui va déployer le réseau dans ces zones-là. Et donc, va le déployer avec de l'argent public. Donc, l'effet de ça, en fait, c'est que là où c'est le plus rentable, c'est Orange et SFR qui déploient et qui, après, rentabilisent leur réseau. Partout ailleurs, c'est vraiment pas rentable, on va perdre de l'argent pendant 15 ans, a priori. Ça, on le fait avec de l'argent public. Donc, ça pose quand même quelques problèmes, quoi, en termes d'organisation. Ah oui, et ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que dans toutes ces zones-là, les zones d'initiative privée et zones très denses, les collectivités n'ont pas le droit de déployer du réseau. En tout cas, pas pour du FTTH, pour de la fibre jusqu'à l'abonné. C'est-à-dire qu'on laisse vraiment toute cette part du gâteau la plus rentable à Orange et SFR, et le reste, c'est à la charge de la collectivité, quoi. Un autre modèle, ça aurait pu être que, sauf peut-être dans une zone très dense, mais partout ailleurs, ce soit les collectivités qui se chargent du déploiement. Et un truc pas trop idiot, c'est de dire que là où c'est rentable, au bout de, 5 ans, hop, le réseau est rentabilisé. Et ça, on l'utilise pour financer là où c'est moins rentable, là où il faut tirer plus de fibres pour connecter les habitants. Mais non, ça n'a pas été fait comme ça. Donc, ça, c'est un peu tard pour changer ces trucs-là. Donc, on vit avec, quoi. Mais voilà, en fait, quand on regarde en plus les répartitions entre Orange et SFR, en fait, Orange est en train de se reconstruire un monopole qui, pour l'instant, n'est pas régulé. Donc, on a une situation qui est moins bonne que celle sur le cuivre.
Donc, là, ça parle de collecte activée. Je vais expliquer ce que c'est rapidement. Attention, c'est le seul schéma compliqué. Quand on a un réseau, une boucle locale comme ça qui sert à faire l'accès Internet, il y a plusieurs façons d'opérer quand on est fournisseur d'accès Internet dessus. Donc ça, ce modèle-là, c'est ce qu'on appelle une collecte activée. Donc le principe, c'est que vous êtes de ce côté-là. Vous avez des équipements chez vous, celui-ci et celui-ci. Là, c'est la boucle locale, le truc qui va jusqu'à un central. Du central, il y a des fibres qui repartent pour aller vers la grande ville la plus proche, ici. Donc ça, en gros, c'est à l'échelle du département. Et ce qu'on appelle une offre de collecte activée, c'est qu'en fait, nous, FAI, on est à cet endroit-là. Typiquement à Paris, parce que Internet, c'est quand même bien centralisé à Paris. Mais ça peut être aussi à Lyon, éventuellement à Bordeaux. Voilà. Mais en gros, on a des équipements à un endroit unique ou à 2 endroits en France. Et en fait, on peut avoir des abonnés un peu n'importe où. C'est-à-dire, je peux avoir un abonné qui est dans le Gers, un abonné qui est en Aquitaine, un autre qui est dans un autre département. Et en fait, sans avoir besoin de déployer mes équipements dans chaque centrale ou dans chaque département, en fait, je me fais livrer tout ce trafic-là de mes abonnés répartis un peu partout à un endroit unique. D'accord ? Et en fait, ça, c'est ce qu'on fait déjà chez FDN et chez d'autres pour la DSL. C'est-à-dire qu'il y a 13 000 centraux téléphoniques en France. On ne va pas aller déployer des équipements dans chaque centrale téléphonique. On n'a pas les moyens. Enfin, ça n'a pas de sens, en fait. Pour potentiellement 1 ou 2 abonnés dans chaque centrale, c'est pas un modèle qui marche quand on est petit. Donc, en fait, pour la DSL, on fait déjà comme ça. On se fait tout livrer. Donc, pour FDN, c'est à Paris. Pour Grenoble, Résine, etc., c'est à Lyon. Mais voilà, on se fait tout livrer au même endroit. Et donc, ça en fait, ce modèle-là, c'est le seul qui est viable à petite échelle. Quand on a des abonnés répartis un peu partout. Sauf cas particulier, mais en tout cas, si on réfléchit vraiment à l'échelle de la France, en fait, c'est le seul qui est vraiment viable. En tout cas, à notre échelle. Voilà. Donc, c'est cette notion de collecte activée, je vais en reparler parce que c'est vraiment un truc important. Donc voilà pour le tour d'horizon un peu de la boucle locale cuivre, puis la boucle locale fibre, où en fait c'est donc moduler l'organisation en termes de répartition du territoire, tout ça. En termes techniques, en fait, ça ressemble pas mal à la boucle locale cuivre. Donc maintenant, je vais parler de ce qu'on fait dans la fédération. Alors, déjà, pourquoi ça nous intéresse ? Il y a une raison très simple, c'est que si on ne fait pas de fibre, dans 5 ans, on n'a plus d'abonnés. Ou très peu. C'est très pragmatique, mais si on veut survivre, on est obligé de s'adapter. Par exemple, quand FDN, donc FDN, ça fait depuis 92 que ça existe, et à l'époque, c'était du 56K. C'est des modems, quoi. Et quand l'ADSL est arrivée, la FDN n'en a pas fait tout de suite, parce que c'était pas possible, trop cher, etc. Et là, il y a de moins en moins d'abonnés, quoi. Tout le monde passait à de la DSL. Et donc FDN a bien failli mourir à cette époque-là. Et il n'y a pas que ça qui a relancé FDN, mais quand FDN s'est mis à faire de la DSL, forcément, ça a repris un peu d'ampleur. Le deuxième point, c'est qu'on pense qu'en fait, ce qu'on défend est pertinent. C'est-à-dire, j'ai pas trop parlé de la fédération FDN, parce qu'il y a déjà eu plein de conférences sur le sujet, mais le côté éthique, qui respecte la neutralité du net, qui ne prend pas ses abonnés pour des vaches à lait. Quand on voit ce qui se passe chez les gros FAI, SFR, etc., c'est un modèle qui nous semble pertinent, quoi. Et qu'on a envie de défendre, qu'on a envie de généraliser. On aimerait bien que d'autres gens, d'autres opérateurs, même pas forcément associatifs, défendent les mêmes valeurs. Et donc la meilleure façon de montrer que c'est possible, c'est de le faire nous-mêmes. Il y a tout un aspect
locales. C'est-à-dire que donc on a une trentaine d'associations, et chacune sur son territoire. Et du coup, on est très au fait des besoins locaux, de comment ça s'articule entre les collectivités, les réseaux, etc. Quels sont les besoins. S'il y a besoin de faire des tarifs sociaux pour des gens qui n'ont pas trop les moyens, on peut le faire. Tout ça, c'est un vrai besoin auquel on répond. Et enfin, ce qu'on raconte souvent, c'est que dans la fédération, on a un peu les canaris dans la mine. C'est le jour où nous, donc je n'ai pas précisé, mais dans la fédération, on est tous bénévoles, du moins pour l'instant. Donc en fait, en termes de modèle économique, on peut être très petit et pour autant réussir à s'en sortir. Une boîte avec 10 abonnés, enfin un fournisseur avec Internet commercial avec 10 abonnés, c'est dur de faire tourner ça commercialement. Mais en fait, si nous, avec ces contraintes qui sont un peu moins fortes en termes de rentabilité, on n'arrive pas à opérer sur ces réseaux et qu'on même imaginer qu'on disparaisse, en fait, il y a plein de petits FAI qui vont aussi disparaître. Ça peut être, donc c'est des FAI, Orange, SFR, tout ça, pas de problème, ils vont survivre. Mais tout ce qui est FAI un peu spécialisé, des FAI pour professionnels, qui vous font l'accès Internet, la téléphonie, un peu d'hébergement, des fournisseurs locaux que vous pouvez aller voir, etc., avec lesquels vous pouvez avoir des projets, bah, ça, c'est souvent quand même des petites structures. Et eux aussi, ils ont besoin d'avoir accès à ces infrastructures. Donc, si nous, on n'y arrive pas, c'est probable qu'eux non plus, ils n'y arrivent pas, quoi. Donc, ce qu'on défend, c'est vraiment avoir un écosystème un peu divers dans lequel nous, on peut exister pour montrer qu'en fait, il y a d'autres gens qui peuvent aussi exister. Un peu plus gros que nous, mais pas beaucoup. Voilà. Alors, donc ça, c'est la raison pourquoi on s'intéresse à ces réseaux. Maintenant, comment on s'y intéresse et comment on s'assure qu'on puisse y avoir accès. Donc, on a un groupe de travail sur le FTTH, donc la fibre jusqu'à la maison, qu'on a créé il y a 1 an et demi. On est 10 à 12 personnes. On se réunit assez régulièrement, sachant qu'en fait, on est un peu des 4 coins de la France. Donc, c'est pas forcément facile de se voir, mais on arrive à faire des réunions 4 à 5 fois par an, sur lesquelles on monte en compétences, on travaille sur les sujets, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas tous ingénieurs réseau. Et en fait, c'est vachement bien. Bon, c'est bien de comprendre le réseau quand même, hein, quand on touche à ces sujets. Mais on a aussi des juristes, par exemple. Et bah, ça, c'est un gros avantage pour rien que lire un contrat de délégation entre un département et un opérateur. Si on n'est pas juriste, c'est difficile, quoi. Donc ça, en termes de compétences, c'est vraiment intéressant d'avoir un peu de tout. Et donc voilà, l'objectif, c'est de monter en compétence sur ces sujets et de faire en sorte que d'ici pas trop longtemps, 1 an, 2 ans, 3 ans, il y ait au moins un FAI associatif qui puisse opérer sur de la fibre. Donc c'est pas encore fait, mais on espère que c'est pour bientôt. Ben, en fait, Theta Neutral opère déjà sur la fibre, mais c'est un cadre un peu particulier, à petite échelle. Ouais. Ce qui est très bien par ailleurs. Hein. Ok, donc là, pour l'instant, on s'est concentré sur un sujet en particulier. Donc, c'est les réseaux d'initiatives publiques. Donc, comme je disais, c'est les endroits en France. Donc, vous vous souvenez le vide dans la carte là, où il y avait rien. Donc, c'est un endroit où c'est les collectivités qui financent le réseau. Alors, pourquoi on s'y intéresse déjà? C'est parce que, a priori, on s'attend à ce que ce soit plus ouvert. C'est-à-dire, si on va voir Orange, qu'on leur demande accès à leur réseau, ils ne vont pas nous répondre, quoi. On a essayé. Hein. Alors qu'en fait, un réseau public, c'est quand même payé par notre argent. Donc on s'attend à quand même à ce qu'il y ait moyen d'y accéder, quoi. Donc c'est pas toujours aussi simple. Et en fait, la première chose, c'est de déjà connaître l'existence de ces réseaux. Je ne sais pas si vous connaissez le nom du réseau d'initiative publique dans votre département. Alors dans le Tarn, il n'y en a pas encore, du coup, ça va. Mais ouais, c'est des trucs en fait
qui ne sont pas forcément très visibilisés. Donc rien que connaître l'existence de ce réseau, c'est déjà un travail d'information. Et si on veut le faire pour chaque département en France, ça demande du boulot. Alors l'avantage qu'on a, c'est que vu qu'on est un peu partout, finalement, on a de la connaissance locale sur comment se passent les choses. Donc le nom du réseau. Ensuite, quel est le montage? Là, il y a plusieurs façons de faire pour les collectivités. Le plus courant, c'est ce qu'on appelle les DSP, délégations de services publics. C'est un peu comme pour les autoroutes ou les réseaux d'eau, par exemple. C'est la collectivité finance, mais délègue la construction et l'exploitation à une entreprise. Donc ça, parce que les compétences en interne ne sont pas forcément faciles à avoir. Et donc il y a évidemment un contrôle sur est-ce que l'entreprise répond bien au cahier des charges, etc., etc. Parce que finalement, c'est l'entreprise qui répond au service public à la place du département, par exemple. Et l'autre montage, c'est la régie, où là, c'est la collectivité elle-même qui construit le réseau et qui l'exploite. C'est relativement rare. Dans ce qu'on a vu, on a vu 1 ou 2 départements qui fonctionnent comme ça. Ensuite, donc quand c'est une délégation de service public, un truc qui est intéressant à savoir, c'est qui est l'entreprise qui a remporté le marché. C'est des marchés publics avec des appels d'offres, etc. Donc là, en fait, des entreprises qui font ça, il y en a 6 en France. Je vous montrerai juste après lesquelles. Et en fait, ça, c'est une importance assez énorme. C'est en théorie, ces entreprises ont juste la gestion d'un service public. Donc, quelques entreprises, on s'attend à ce que ce soit la même chose. En fait, en pratique, pas du tout. Sinon, c'est Orange ou un autre, par exemple, ça change quelque chose. Donc ensuite, est-ce qu'il y a des offres activées? Comme je le disais tout à l'heure, ça permet de collecter tout le trafic sur un territoire en un point donné, ou en 2 points donnés. Et ensuite, est-ce qu'on peut accéder au catalogue de services? On est opérateur, on est FAI, on veut avoir des abonnés sur ce réseau. Comment on fait? Combien ça coûte? Voilà. Donc, tout ce travail-là de collecte, ça nous a bien occupé pendant 1 an et demi. À peu près fini, mais pas encore tout à fait. Donc, où est-ce qu'on trouve toutes ces infos? Alors, il y a un peu d'infos dans la presse spécialisée. Il y a l'AVICA, qui est l'association des villes et des collectivités. Je ne suis pas sûr de ce que l'acronyme veut dire exactement. Mais en gros, c'est une association qui regroupe toutes les collectivités qui font du réseau, qui font du numérique en France. Et du coup, ils suivent de très près toutes ces questions-là. Parce qu'en fait, c'est une façon pour les collectivités d'échanger de l'information sur comment on fait, avec qui il faut bosser ou avec qui il ne faut pas bosser, etc. Parfois, les collectivités communiquent sur le fait qu'elles ont signé un contrat de délégation, mais pas toujours. Parfois, il y a des sites web qui expliquent comment est fichu le réseau. Parfois, il n'y a aucune information publique. En général, c'est mauvais signe. Vu que c'est des marchés publics, on retrouve les résultats des appels d'offres dans les bases de données des marchés publics. Et ensuite, alors là, en général, avec toutes ces sources d'informations, on a les 2 premiers points. Éventuellement, le 3e point aussi. Mais c'est tout. On a des informations assez haut niveau sur comment c'est fichu. Et après, il faut demander les informations directement aux collectivités ou aux entreprises. Donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, je rappelle, tout ça, les montages juridiques, les tarifs, etc., c'est des informations qui sont publiques. Parce qu'en fait, c'est une délégation de service public, donc un truc qui est construit avec notre argent. Et donc, la loi de 78, si je ne me trompe pas, dit qu'en fait, tout ça, ça ne peut pas être secret. C'est une question de transparence, quoi. Alors, en pratique, donc, on a fait des demandes. Donc, ce qu'on a demandé, je précise, on a demandé 2 choses. À chaque fois, on a demandé le contrat qui lie la collectivité, donc souvent c'est les départements, parfois les régions,
et l'entreprise qui a remporté le marché. Donc, il y a un contrat qui définit comment ça doit être construit, quel contrôle est en place, etc. Et le catalogue de services qui va être fourni au fournisseur d'accès Internet. Donc, on a demandé les deux. On a fait donc 20 demandes dans la première étape. Donc, ce qu'on a reçu, dans plusieurs cas, on a reçu des documents qui n'ont rien à voir avec ce qu'on demandait. C'est-à-dire, par exemple, des actes d'engagement. C'est un truc qui dit que l'entreprise, Action, a répondu à l'appel d'offres bidule. Voilà, on ne sait pas s'ils l'ont remporté, voilà, ça ne donne aucune information. On a eu des... Donc là, on demandait bien aux délégataires, c'est aux entreprises. On a eu des refus en disant non, on ne peut pas vous donner ces documents. Demandez au département, peut-être qu'ils vous les donneront. On a eu un cas où l'adresse n'existait même pas. Bon. Et dans la moitié des cas, on n'a eu aucune réponse au bout de plusieurs mois. Et donc il y a 2 cas où on a reçu effectivement les documents qu'on demandait, mais il manquait en gros 80% du contenu. Il n'y avait aucune annexe, et même la partie qu'on avait, il y avait des belles bandes noires un peu partout sur les éléments que eux jugeaient secrets. C'est des trucs qu'on ne peut pas partager. Donc ça, effectivement, c'est prévu dans la loi de 70, justement. C'est tout ce qui est couvert par le secret des affaires, même pour une déclaration de service public, peut être occulté. Mais quand c'est 80% du contrat, voilà, ça ne tient pas trop, quoi. Du coup, ceux qui lisent Next Impact connaissent la CADA, normalement. C'est la commission d'accès aux documents administratifs. C'est un organisme de l'État à qui on peut faire appel pour obtenir des documents administratifs qui sont censés être publics à la base. Donc ce qui se passe, c'est qu'on demande à la CADA en disant telle administration ou telle entreprise délégataire d'un service public a refusé de nous communiquer ce document public, faites quelque chose. Et en général, la CADA va parler à la personne en question et normalement lui tape sur les doigts en disant il faut transmettre ces documents. Donc la plupart de nos demandes en fait ont été acceptées. Il y a une demande qui a été refusée. Alors ça c'est assez intéressant. C'est-à-dire qu'on a demandé donc la communication du contrat entre, je crois que c'était l'Eure-et-Loire, donc du contrat de délégation de service public entre l'Eure-et-Loire, le département, et SFR Collectivité, qui fait partie des entreprises qui construisent ce genre d'infra. Et donc on a indiqué la date approximative du contrat, c'est des infos qu'on trouve publiquement, mars 2014, un truc comme ça. Et donc la CADA nous a refusé la demande en disant « Désolé, on a demandé à Eure-et-Loire et à SFR Collectivité, ils nous disent qu'il n'y a pas de contrat à cette date-là. » Bon, ok. Et ils nous précisent « Par contre, il y a effectivement un contrat, mais qui n'est pas de mars 2014, qui est d'avril 2014. » Voilà. Et qui n'est pas un contrat avec SFR Collectivité. C'est un contrat avec la filiale de SFR Collectivité qui a été créée exprès pour l'occasion. Voilà, en voyant ça, on était vachement contents, quoi. Et alors, pour le coup, c'est pas la CADA directement c'est la CADA qui nous a répondu, mais la CADA nous a répondu ça après avoir demandé à SFR Collectivité et au département. Donc, c'est plutôt SFR Collectivité qui se fout de notre gueule, en fait. Mais dans le cas de l'Eure-et-Loire, on a fini par avoir le contrat qu'on voulait, en insistant. Et donc, suite aux demandes CADA, on a reçu plus de contrats, mais toujours pas tous. C'est-à-dire que là, il y a quand même 9 départements et délégataires qui, même après s'être fait taper les doigts sur la CADA, nous ont rien envoyé. Voilà, donc ça donne un peu un état des lieux du truc, quoi. En fait, c'est des milieux qui sont ultra fermés. Chacun fait un peu sa sauce dans son coin et espère que personne viendra mettre son nez dedans.
tout ça avec de l'argent public. Donc le dernier essai en date, on a fait ça il y a 3-4 mois. Cette fois-ci, on a demandé aux délégants, c'est-à-dire aux collectivités. Parce qu'en fait, dans la locada, on peut demander soit aux délégants, soit aux délégataires. Donc on a envoyé 7 recommandés. 3, on n'a toujours pas eu de réponse. Un recommandé qui n'est pas arrivé, on ne sait pas trop où il est. On a reçu un contrat. Je me demande si ce n'est pas l'Eure-et-Loire d'ailleurs. Voilà, on demande à la bonne personne. Sans les annexes. Donc là, on a redemandé, ils ont fini par nous les donner. Et 2 contrats qu'on a reçus assez rapidement et complets. Donc il y a 2 départements qui font bien leur boulot. Du coup, je peux les nommer. De mémoire, c'est Seine-Maritime et l'autre, je n'ai plus en tête. Voilà. Mais bon, globalement, c'est pas très... voilà, c'est pas super comme résultat. Alors, une fois qu'on a récupéré toutes ces infos, et encore il en manque, hein, on s'est dit qu'on allait faire un joli site web pour présenter tout ça. Donc là, c'est une ultra exclusivité, on n'a encore parlé à personne. Et ouais. J'ai pas mis l'URL parce qu'en fait, c'est pas tout à fait fini. Mais d'ici quelques semaines ou mois, on devrait l'annoncer publiquement pour aller clicouiller partout, c'est génial. Donc c'est notre baromètre FTTH. Et ce que ça montre, donc c'est les différentes zones. Donc là, on est découpé en départements et parfois c'est plus gros. Et donc cette carte-là, par exemple, elle montre qui est le délégataire. C'est-à-dire qui est en charge de construire et d'exploiter le réseau. Donc en orange, c'est Orange. Qui a d'autre ? En rouge, c'est SFR. Donc ceux-là, on les connaît. Hein. Après, il y en a qu'on connaît moins. Donc en jaune, par exemple, c'est Axione. C'est une boîte qui est spécialisée dans la construction de réseaux très haut débit. En vert, oui, merci. Pour voir si vous suivez. Donc Axione, en jaune, justement, c'est Altitude Infrastructure. Pareil, une boîte spécialisée. Ils ont fait... à l'époque du WiMAX, on entendait un peu parler, malheureusement. Parce qu'ils ont justement déployé ce genre de réseau, toujours dans le cadre de délégation de services publics. Bon, ça n'a pas du tout marché dans le cas du WiMAX. Dans le FTTH, on espère que ça marchera. Après, il y a Covage en violet et TDF en marron. TDF qui sont plutôt connus pour la radiodiffusion, mais en fait, depuis quelques années, ils se mettent aussi dans le FTTH. Voilà. Et alors après, il y a quelques cas particuliers. Les 2 ici, le Rhône et l'Ain. Donc dans le Rhône, juste, il n'y a pas de RIP, il n'y a pas de réseau d'initiative publique. C'est pour l'instant un des seuls départements où ça se fait comme ça. C'est-à-dire que le département a dit, dans le Rhône, c'est trop compliqué de déployer un réseau public. Du coup, on va signer une convention avec Orange et SFR où ils s'engagent à tout faire. On ne sait pas trop quand, hein, pareil, mais ils le feront et ils se sont engagés à le faire, donc hop, chat perché, on n'a rien à faire. Voilà. Et l'autre, pour le coup, c'est plus positif, c'est l'Ain, où là, justement, c'est un modèle en régie, où c'est la régie d'électrification, le SIEA, Syndicat intercommunal d'électrification de l'Ain, si je ne me trompe pas, qui est en charge du déploiement du réseau. Parce qu'en fait, déployer un réseau électrique et déployer un réseau de fibre, c'est pas si différent au final. On creuse des trous et on passe des câbles. Voilà. Alors il se trouve que ça a un peu mal fini dans l'Ain. Ouais, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Toujours est-il que c'est un des réseaux qui serait le plus accessible pour des FAI de la Fédé, par exemple. Parce qu'on cause directement au département, à travers la régie. Et ils sont super ouverts pour avoir plein de petits FAI, etc. Ils sont contents qu'on utilise leur réseau, en fait. Malheureusement, il n'y a pas de FAI de la Fédé dans l'Ain. Mais s'il y en avait un, ils pourraient opérer sur ce réseau. Voilà, et puis ensuite, il y a quelques départements où on n'a pas encore d'informations. Soit parce qu'on n'a pas pris le temps de creuser, soit parce qu'il n'y a toujours pas de réseau public prévu. Et voilà. Alors, donc, ce qu'on peut voir, c'est que Orange et SFR ont quand même une bonne part de marché là-dessus.
ce qu'on peut voir aussi, c'est que, vous voyez, il y a deux types d'acteurs. Il y a Orange et SFR qui sont par ailleurs fournisseurs d'accès Internet. Et puis il y a Axione, Covage, TDF, Altitude, où en fait, leur boulot, c'est de construire une infrastructure. Ils n'ont pas d'abonnés, ils ne sont pas FAI en fait. Alors, indirectement, ça fait partie de groupes qui sont les mêmes que des FAI, mais voilà, n'en parlons pas. Toujours est-il qu'en fait, leur client à ces entreprises-là, c'est les FAI. Et en fait, dans le cas d'Orange et SFR, leurs clients, c'est des FAI et c'est aussi leurs concurrents. C'est-à-dire Orange a tout intérêt à ne pas vendre l'accès à l'infrastructure qu'il a déployée à ses concurrents. Il a tout intérêt à faire en sorte en fait, d'être le seul FAI sur le réseau qu'il a construit lui-même avec de l'argent public. Du coup, donc, évidemment, les règles sont très strictes, il faut faire des filiales, etc. Mais en fait, c'est des filiales qui appartiennent à 100% à la maison mère, donc c'est exactement la maison mère. Donc voilà, donc même dans les déploiements publics, le fait qu'Orange SFR se déploie ce genre de réseau, c'est assez étonnant et assez embêtant. Voilà. Alors je vais passer plus rapidement. Oui, et l'autre truc aussi, c'est que souvent les délégataires Axione, etc., c'est pareil, ils font des filiales dédiées pour chaque zone, pour chaque département. En vrai, ces filiales, c'est un peu des coquilles vides, souvent. Il faut faire une filiale pour signer le contrat avec la collectivité. Mais en vrai, quand nous, FAI, on va aller voir en demandant c'est quoi l'offre, comment on peut opérer votre réseau, la réponse c'est allez voir le service commercial national. Et en fait, c'est-à-dire que Axione, au niveau national, achète des services à la filiale d'Axione en local, et nous, FAI, on parle à Axione en national. Donc, en soi, c'est pas gênant, parce que c'est pas mutualiser l'accès à plusieurs réseaux. Sauf qu'en pratique, les conditions ne sont pas les mêmes, les conditions tarifaires, par exemple. C'est-à-dire qu'en local, le contrat de délégation de service public impose certaines choses, impose des tarifs. Si les tarifs changent, ça doit être validé par le département, donc il y a un certain contrôle. Au niveau national, en fait, on parle juste à une entreprise. Elle peut changer ses tarifs si elle veut. Donc voilà, même quand on ne parle pas d'Orange ou de SFR, il y a quand même des biais qui font que ces réseaux, qui devraient être accessibles, finalement ne le sont pas toujours autant qu'ils le devraient. Est-ce que je passe un peu de temps là-dessus? Bon, ça c'est juste pour dire qu'en fait, sur notre carte ici, là, on a d'autres onglets où on donne des notes au RIP. C'est notre avis, ce RIP-là, est-ce qu'il est bien pour nous? Est-ce qu'on peut opérer dessus? Et est-ce que d'autres petits FAI pourront opérer dessus? Donc les notes, en fait, on les base sur des critères qu'on calcule à partir des tarifs qu'on a réussi à obtenir. En gros, très rapidement, c'est combien il faut débourser au départ pour opérer ce réseau. J'ai mon premier abonné sur ce réseau, combien ça me coûte en tant que FAI? Là, par exemple, 3 600 €, c'est pas tant que ça. C'est cher, mais on a vu bien plus. Après, il y a évidemment le coût par ligne, etc. Bon, je ne détaille pas, vous verrez quand le site sortira. Mais un des critères qui est intéressant, c'est si on veut que la ligne nous coûte 30 € par mois, en tant que FAI, on va la vendre plus cher parce qu'on a d'autres frais, mais voilà, 30 €, ça peut être une cible. Combien il nous faut d'abonnés pour rentabiliser le truc? Là, par exemple, 750 abonnés pour rentabiliser l'accès à ce réseau avec des lignes qui nous coûtent 30 €, ça commence à faire beaucoup. Dans la FED, on est plutôt à 40-50 abonnés en moyenne. Donc voilà, ça, c'est des outils d'analyse qu'on a mis en place pour voir un peu, évaluer un peu, est-ce que ces réseaux sont accessibles pour nous? Et c'est là-dessus qu'on se base pour mettre les notes. Je ne vous montre pas la carte des notes parce qu'elle n'est pas encore tout à fait finie. C'est teaser après teaser. OK. Pour la suite, les notes. Opérer un premier RIP en activé. Et alors, ça, je ne vais pas en parler beaucoup malheureusement, mais on a aussi des plans pour forcer les RIP qui n'ont pas d'offre activée à en fournir. Parce que comme je disais, on ne peut pas mettre des équipements dans chaque centrale. Ça, c'est juste pas possible. Donc, les RIP qui n'ont pas activé, c'est en gros Orange et SFR.
Et donc là, on a toute une stratégie en place ça va prendre pas mal de temps et on en parlera. Ouais. On en reparlera, c'est sûr. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a la loi Elan qui parle de logement, mais il y a un petit bout numérique. Et dedans, il y a un amendement qui impose les réseaux d'initiative publique de fournir des offres activées. Donc au départ, cet amendement était plus général, c'est tous les réseaux FTTH, il faut des offres activées. Avec la commission parlementaire, la commission paritaire, ça a été un peu diminué, mais ce qu'il y a, c'est que les réseaux financés par le public doivent fournir des offres activées. Donc ça, en fait, c'est super parce que ça renforce encore notre stratégie pour imposer ces offres-là. Voilà. Donc dans les zones AMI, donc les zones AMI, on s'y est mis un peu plus tard, parce qu'a priori, en cause à Orange et SFR, c'est moins facile. On a quand même lancé une action. Donc la première étape, c'est une lettre ouverte au président d'Orange et au président de l'ARCEP, qui dit qu'on veut accéder au réseau d'Orange. Et ARCEP régulateur fait en sorte qu'on puisse accéder à ce réseau-là. Donc pour l'instant, c'est une discussion. Voilà. Si cette discussion n'aboutit pas, on ira un cran plus loin, voilà, avec l'ARCEP et Orange. Pareil, j'en parle pas pour l'instant parce que c'est encore des trucs qui sont en cours. Mais voilà, tenez-vous informés, il pourrait se passer des choses bientôt. Alors, pour conclure, donc c'est pas encore gagné, c'est-à-dire qu'à part dans des cas assez localisés, on n'opère toujours pas de FTTH, disons à l'échelle départementale au moins. On espère que ça arrivera en 2019. On a 2 zones où pour l'instant ça se passe plutôt bien. C'est dans la Loire et dans l'Isère. Donc les actions en cours devraient avancer dans quelques mois. Voilà. Et donc les ressources, donc il y a le baromètre qu'on va sortir, bientôt j'espère. Et là j'ai mis des liens vers des cartes de l'ARCEP et du plan France Très Débit, qui permettent en fait de voir un peu comment se passe le déploiement de la fibre. Voilà, j'arrête là. Merci de votre attention. Des questions ? Alors merci pour la conférence déjà. Une question, avec Elan qui oblige les offres activées, donc ça c'est bien, mais ça suppose qu'il y a une fibre qui existe. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il existe quand un réseau d'initiative publique ne déploie pas? Et est-ce qu'il y a des lois qu'on peut faire jouer pour le faire déployer, ou est-ce qu'on a d'autres moyens pour ça? Alors globalement, en fait, quand la collectivité délègue son service public, il y a un contrat. Et dedans, il y a typiquement des clauses qui permettent de résilier si jamais l'un des 2 acteurs ne fait pas ce qu'il doit faire. Et typiquement, c'est arrivé en Savoie, où c'était un RIP Action. Donc le département a signé en 2015 ou 2016. Et en fait, il y a eu tout un imbroglio local avec un autre acteur qui voulait aussi déployer de la fibre, et du coup, ils se sont fightés entre eux. Donc Action a complètement arrêté de déployer de la fibre pendant 2 ans. Et au bout d'un moment, le département a fini par résilier. Donc, en fait, qui a résilié le contrat qui le liait à Action. Donc oui, c'est possible. Mais globalement, j'ai pas connaissance d'autres endroits où il y a eu ce genre de soucis, quoi. Éventuellement, ils peuvent déployer pas assez vite. Mais là, c'est pareil, souvent dans les contrats, tu as des objectifs de performance qui disent qu'on doit avoir fait au moins 10 000 lignes la première année, 20 000 la deuxième, etc. Alors si c'est pas respecté, je me dis que tu as des pénalités, tu vois. Bon. D'autres questions? Je me pose une question, tout ce qui est outre-mer, est-ce que vous avez déjà des offres ADSL et pour la fibre, qu'est-ce qu'il en est? Alors sur l'ADSL, je me rappelle que chez FDN, il y avait des tentatives d'ouvrir des lignes ADSL en outre-mer. Je ne sais plus si ça marche ou pas, je ne saurais pas te dire. En théorie, en fait, c'est la même boucle locale. C'est Orange qui la gère aussi, donc il ne devrait pas y avoir de différence. Voilà. Après, sur la fibre, en fait, c'est le même principe. Il y a des zones AMI dans les grandes villes et des réseaux d'initiative publique ailleurs. Et pour l'instant, le seul qu'on connaisse...
Là, j'ai pas résumé la géographie. Enfin, voilà, on a trouvé un département d'outre-mer qui a fait une délégation de service public avec SFR. La Martinique, donc. Bonjour, qu'est-ce que c'est les zones colorées en gris? Donc c'est celles pour lesquelles on n'a pas d'informations. Soit parce qu'on ne l'a pas récupéré, mais a priori on a quand même fait le tour. Soit parce qu'en fait, c'est des réseaux qui ne sont pas encore en place. C'est-à-dire que le département, il n'a pas encore fait son appel d'offres, ou il a fait son appel d'offres, mais personne n'a encore répondu. C'est qu'en fait, c'est un truc qui est en train d'être mis en place, quoi. Alors c'est intéressant de voir sur la carte qu'en fait on a des départements en couleur, mais physiquement c'est pas tout un département qui va avoir de la fibre. Donc comment sont localisés le déploiement des fibres? Est-ce que c'est seulement au niveau des villes de plus de 5000 habitants? Parce qu'il y a certains départements qui sont très ruraux. Je ne vois pas des fibres optiques aller jusqu'au fin fond du chemin du Bourzouk. Très bonne question. Donc en fait là effectivement on met les départements complets, mais comme je montrais dans la carte d'avant, celle-ci. Là, par exemple, dans ce département-là, en fait, c'est pas tout le département qui va être fibré par la puissance publique. C'est uniquement les zones qui ne sont pas AMI et pas zones très denses. Donc, c'est des bouts, il n'y a rien. Ça dépend vraiment des départements. Il faut regarder en local. Il y a des documents qu'on appelle les schémas départementaux d'aménagement numérique du territoire. Ça date d'il y a quelques années, qui en fait définit la stratégie dans le département sur comment le très haut débit va être mis en place. Alors celle-ci, oui, elle est mise à jour par l'ARCEP tous les 6 mois, un truc comme ça. Là, c'est donné de juin 2018. C'est un peu vieux, mais il devrait mettre à jour en fin d'année, j'imagine. Et oui, alors l'autre partie de la réponse, c'est que là, on parle de FTTH. Selon les départements, ce n'est pas forcément du 100% FTTH. Nous, ce qu'on pousse, c'est pour ça, c'est mettre du FTTH partout. Même au fin fond de la campagne, il faut mettre du FTTH. Il y a des départements, notamment quand ils sont conseillés par Orange, où c'est oulala, ça coûte un peu cher d'en mettre partout, on va aussi faire de la montée en débit, on va mettre du satellite, etc., sur une partie du territoire. Donc ça, c'est pareil, c'est en général écrit dans les schémas directeurs d'aménagement numérique du territoire, SDTAN. Ouais. Salut. Super boulot sur la carte de la France, vraiment impressionnant. Du coup, je voulais voir si aussi vous voyez un peu au-delà de la France, c'était quoi? Parce qu'il y avait pas mal de travaux européens sur le déploiement de la fibre, l'avènement de la 5G. Il y a énormément de financement européen et de travail dessus. Je voulais savoir si vous avez travaillé dessus ou pas. Ou si... Bon, je sais qu'il y a plein de boulot et que vous êtes bénévole, donc c'est savoir s'il y avait de la réflexion là-dessus ou pas, ou si c'était des choses, parce qu'avec le règlement européen sur les réseaux, etc., il y a eu pas mal de boulot qui avait déjà été ébauché. Est-ce que c'est quelque chose que la FFDN continue à rechercher, à travailler ou pas? Alors, je t'avoue que les montages en détail, tu vois, de ce genre-là, on regarde pas trop, enfin, tu vois, à ce niveau de détail. Ça aurait plus de sens que tu as des structures locales, je sais pas, Freifunk en Allemagne, etc., s'y intéressent. J'imagine qu'ils s'y intéressent. Après, donc, on connaît un peu forcément les réseaux communautaires, genre Gifi en Catalogne, où ils déploient eux-mêmes de la fibre, où ils louent des fibres aux collectivités. Ça, on sait que ça se fait. Globalement, il y a un truc intéressant. Donc, je veux dire, le modèle avec on donne les parts de gâteau les plus intéressantes à Orange et SFR et les miettes pour le public, pour nous, ce n'est pas le meilleur modèle. Mais en fait, visiblement, d'après l'ARCEP, ça fait des envies partout en Europe. Il y a d'autres pays européens qui s'intéressent de très près à notre plan de déploiement parce qu'il est très, très structuré, très cadencé, il y a des objectifs, machin. Donc visiblement, il y a d'autres pays qui envisagent de faire un peu comme nous. En Angleterre, il y a un truc qui s'appelle Barn Network, mais aussi il déploie de la fibre aussi. Ouais. Et pour le coup, c'est aussi un projet communautaire. Ouais, mais c'est aussi monté à moitié en entreprise, je sais pas, je connais pas très bien leur structure. Je crois que c'est une structure, une coopérative, quoi. Et ouais, effectivement, c'est intéressant. C'est-à-dire que, très rapidement, en fait, c'est des agriculteurs, enfin, principalement des agriculteurs, qu'on avait marre d'attendre les 2 opérateurs qui venaient jamais réparer quand ça tombait en panne, etc., qui se sont dit, mais en fait, on a des tracteurs, on peut faire des trous nous-mêmes. Ouais, qu'est-ce qu'on attend? Et du coup, ils ont déployé tout un réseau de fibres, vraiment à la campagne. Et donc, sous forme communautaire, c'est-à-dire que pour être relié, on devient membre, on paye, c'est relativement cher, c'est quelques milliers d'euros par exemple, mais en fait c'est logique, pour creuser des trous sur plusieurs kilomètres, oui ça coûte des sous, et c'est comme l'accès à l'eau, on paye pour être accordé, et après on a un service super rapide en gigabit à la campagne.
c'est un modèle qui est assez intéressant. Ouais. Si vous avez d'autres questions, ce sera en off. Merci encore. Merci.